À Boston, l'automne est bref. Par un après-midi d'octobre, alors que le vent froid commence à disperser les feuilles des arbres de la rue, Emily Watson, infirmière à l'hôpital central, est sur le point de terminer sa longue garde de nuit. Après avoir vérifié une dernière fois les dossiers de ses patients et passé le relais à l'infirmière de la prochaine équipe, elle se dirige vers les vestiaires. Encore une journée difficile, Emily, dit Jennifer, une infirmière en chef. Des projets pour le week-end? Passer du temps en famille? Emily sourit et secoue la tête. Non, ma mère et ma sœur vont faire du shopping à New York demain, mais elles rentrent à la maison avec une montagne de linge. Tu as toujours l'air de t'occuper de toutes les tâches ménagères, dit Jennifer d'un air compatissant. Tu ne prends jamais de temps pour toi? Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude, dit Emily en haussant les épaules. Elle ne le dit pas à voix haute. Mais s'occuper de sa famille est devenu une habitude. Dans la famille Watson, il allait de soi qu'Emily s'occuperait de la plupart des tâches ménagères. Emily quitte l'hôpital et retourne dans son immeuble isolé. Son appartement est modeste, mais propre. Le réfrigérateur est orné de nombreuses cartes postales de son père, maintenues par des aimants. Londres, Paris, Rome, autant de noms de villes qui jalonnent ses voyages professionnels. Thomas Watson était cadre dans une grande société commerciale et voyageait souvent à l'étranger. Il avait une personnalité calme et rationnelle, mais il avait toujours considéré Emily comme une personne spéciale. Lorsqu'Emily a décidé de devenir infirmière, il a été le seul à soutenir la décision de sa fille. Le téléphone sonne et Emily s'empresse de répondre. C'est sa mère, Martha. Emily, tu te souviens du dîner de demain? L'ami styliste de Kate vient, alors sois de retour à 6 heures. Oui, je m'en souviens. As-tu fini tes courses? Oh. Eh bien, dit Martha maladroitement. Kate et moi avons décidé d'aller faire du shopping à New York demain après-midi. Nous serons de retour dans la soirée, mais pourriez-vous vous occuper des courses et de la préparation du dîner? Emily réprima un soupir. J'ai pris des congés, donc c'est bon. Merci comme toujours, Emily. On peut toujours compter sur toi, dit Martha. Comme tu es infirmière et indépendante, ces choses-là ne te posent pas de problème. Kate est encore en train d'établir sa carrière, donc le travail en réseau est important pour elle. Après avoir raccroché, Emily s'enfonce dans le canapé. Sa sœur Kate travaillait comme architecte d'intérieur indépendante. Talentueuse, charmante et sociable, Kate était la préférée de ses parents. Sa mère, en particulier, s'intéressait de près à la réussite sociale de sa fille. Le téléphone portable d'Emily sonne. En regardant l'écran, elle vit qu'il s'agissait d'un appel vidéo de son père. Emily. Comment vas-tu? Le visage de Thomas apparaît sur l'écran. Il semblait appeler d'une chambre d'hôtel. Je vais bien, papa. Où es-tu maintenant? À Paris. J'ai prévu de prendre l'avion pour Bruxelles demain. Thomas affiche une expression fatiguée, mais sourit. Un nouveau projet a démarré. Il semblerait que je doive faire un long voyage en Europe. Combien de temps? Demanda Emily, inquiète. Environ 3 mois, je dirais, s'excusa Thomas. Je suis désolé, je ne reviendrai pas pour ton anniversaire. Ne t'inquiète pas. Le travail est difficile? Oui, mais je t'appellerai certainement. L'expression de Thomas devient sérieuse. Emily, contacte-moi tout de suite s'il se passe quelque chose. N'importe quand, c'est parfait. Je comprends, dit Emily en souriant. La gentillesse de son père lui fait chaud au cœur. Et s'il vous plaît, veillez aussi sur Martha et Kate. Elle serait perdue sans vous, dit Thomas en plaisantant, mais il y avait du vrai dans ses paroles. Bien sûr. Comme toujours, répondit Emily avec légèreté. Comme toujours, répondit Emily avec légèreté. Et la semaine suivante, Thomas partit pour l'Europe. Emily reprend sa routine, alternant les horaires de jour et de nuit. À la maison, les tâches ménagères pour sa mère et sa sœur l'attendent toujours. Sa présence est considérée comme acquise et ses efforts sont rarement reconnus. Puis vint le jour fatidique. Par une soirée froide et pluvieuse du début du mois de novembre, Emily quitte l'hôpital après avoir terminé sa garde de nuit. Alors qu'elle traversait un carrefour, le corps épuisé. Un gros camion qui aurait dû s'arrêter au feu rouge s'est dirigé vers elle en dérapant. L'impact a plongé Emily dans l'obscurité. Emily reprend conscience par intermittence.
Elle a l'impression d'être sous l'eau. Les gens s'affairent autour d'elle et des voix se font entendre au loin. La salle d'urgence de l'hôpital central est sous tension. Le personnel médical travaille d'arrache-pied pour sauver la vie de leur collègue, Emily Watson. C'est Watson. Elle rentrait chez elle après sa garde de nuit, s'exclame le docteur Martin, chef du service des urgences, en la reconnaissant. Contactez sa famille. Dans le dossier personnel d'Emily, le numéro de téléphone de sa mère Martha a été trouvé comme contact d'urgence. Une jeune infirmière compose le numéro, les mains tremblantes. Dehors, il fait encore nuit avant l'aube. Allô, Madame Watson? Ici le service des urgences de l'hôpital central. Votre fille Emily a eu un accident de la route. Au bout du fil. Martha répond d'une voix endormie. Emily? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est dans un état critique. Pourriez-vous venir à l'hôpital tout de suite? Après un moment de silence, une réponse inattendue se fait entendre. Je suis en train de promener le chien de ma sœur, donc je ne peux pas. Je peux peut-être venir dans l'après-midi. La jeune infirmière a écouté, incrédule, et a reposé la question. Madame, votre fille est dans un état très dangereux. Elle a subi de multiples traumatismes et saigne. Pourriez-vous venir tout de suite? Je vous l'ai dit, je ne peux pas tout de suite. La voix de Martha contenait de l'irritation. Le caniche de Kate a des horaires stricts. De plus, Kate et moi avons prévu d'aller à New York cet après-midi. L'appel est terminé. La jeune infirmière est abasourdie. Elle fait part de la situation au docteur Martin. Celui-ci fronce les sourcils, mais la priorité est de soigner le patient. Essayons de rappeler plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de lui sauver la vie. Emily est emmenée dans la salle d'opération des urgences. Ruptures internes, fractures multiples, traumatisme crânien, son état se détériore de minute en minute. L'opération a duré 6 heures. Lorsqu'elle s'est terminée, il était déjà midi passé. Le docteur Martin rappelle Martha. Cette fois, il lui explique la situation d'un ton sévère. Madame Watson, l'état de votre fille est extrêmement critique. Elle souffre de multiples fractures, de lésions internes et d'un édème cérébral. Je vous recommande vivement de venir dès que possible. Je comprends, répond Martha sèchement. Mais il n'y a pas eu d'autre réponse. Emily fut transférée aux soins intensifs. Son lit n'est entouré que de machines et de 4 supports. Il n'y avait aucun signe de la famille. Au lieu de cela, ses collègues infirmières se sont relayées pour s'asseoir à son chevet et lui tenir la main. Emily, tu m'entends? Nous sommes ici avec toi, lui chuchote Jennifer à l'oreille. Accroche-toi. Tu peux certainement surmonter cette épreuve. Alors que la nuit s'épaissit, Martha et Kate ne sont toujours pas apparus. Quelqu'un a suggéré de contacter Thomas en Europe, mais son numéro ne figurait pas parmi les contacts d'urgence enregistrés par Martha. Le téléphone portable d'Emily a été brisé avec son sac sur le lieu de l'accident. L'après-midi du 2e jour, Martha et Kate se sont finalement présentées à l'hôpital. Elles portaient des sacs de shopping de marque et semblaient mécontentes des restrictions de visites imposées par l'unité de soins intensifs. Seulement 15 minutes? Vous plaisantez. Nous avons fait tout le chemin depuis New York, se plaint Kate à l'infirmière. Martha et Kate enfilent des vêtements de protection et se rendent au chevet d'Emily, accompagnée de Jennifer. Emily est reliée à un respirateur. Son visage tuméfié est couvert d'échymoses violettes. Son corps est entouré de matériel médical fixé à divers endroits. Oh, quel enfant difficile, soupire Martha. Elle se tient au bord du lit sans toucher la main d'Emily. Ne le dis pas à ton père. Cela ne fera que l'inquiéter. Chérie, guéris vite, dit froidement Martha. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de toi. Kate regarde l'écran de son téléphone et dit, rentrons vite, maman. Nous allons être en retard pour le dîner avec Jeff. Avant qu'un quart d'heure ne se soit écoulé, les deux femmes ont quitté la pièce. Jennifer, tremblante de colère mais réprimant ses émotions en tant que professionnelle, continue de s'occuper d'Emily. Dans sa perte de conscience, Emily avait entendu des bribes de la conversation entre sa mère et sa sœur. Son cœur se fige, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la froide réalité. Au milieu de tout cela, une question se forme dans son esprit. Pourquoi son père ne l'a-t-il pas contacté?
S'il était au courant de la situation, il accourait sûrement. Les 3e et 4e jours passèrent. L'état d'Émilie fluctue. Ses collègues continuèrent à s'occuper d'elle avec dévouement, s'asseyant à ses côtés entre deux gardes. Martha et Kate ne sont jamais réapparues. Le soir du 5e jour, Émilie reprend légèrement conscience. Elle appelle d'une voix rauque, « Papa ». Jennifer, qui se trouvait dans la chambre, lui serra fortement la main. Jennifer, qui se trouvait dans la chambre, lui serra fortement la main, « Émilie. Tu m'entends? Bouge ton doigt. » Émilie bougea légèrement son doigt. Cela suffit à faire pleurer Jennifer. « Merci mon Dieu, dit Jennifer en l'embrassant doucement sur le front. Nous essayons de contacter ton père. Mais il est à l'étranger. Émilie ferma à nouveau les yeux. Cependant, son cerveau reprenait peu à peu ses fonctions. Elle essaya de comprendre la situation à partir des conversations fragmentaires qu'elle entendait. Pourquoi son père n'a-t-il pas pris contact avec elle? Pourquoi sa mère et sa sœur ne l'ont-elles pas prévenue? Au 7e jour, l'état d'Émilie commence miraculeusement à se stabiliser. Elle peut respirer sans respirateur pendant de courtes périodes et sa conscience devient plus claire. Les médecins ont été stupéfaits de sa résistance. Les infirmières sont des durs à cuire, a déclaré le docteur Martin, ravi de son rétablissement. Votre rétablissement est un miracle médical, Émilie. Émilie demande à Jennifer du papier et un stylo. D'une main tremblante, elle écrit une question, contactez papa. Jennifer affiche une expression troublée. Ta mère a dit de ne pas le dire à ton père, mais nous devrions bien sûr le contacter. As-tu ses coordonnées? Émilie hocha faiblement la tête et essaya d'écrire un numéro sur un autre morceau de papier. Mais son corps est encore faible et le stylo lui glisse des mains. À la place, elle écrivit, la société de papa. Jennifer a hoché la tête en signe de compréhension. Jennifer hocha la tête en signe de compréhension. Thomas Watson, directeur de la branche européenne de Global Trading Company. Je vais essayer de le trouver. Émilie serra la main de Jennifer pour lui exprimer sa gratitude. Dans son esprit, les mots de sa mère, ne le dis pas à ton père, ne cessent de se répéter. Pourquoi sa mère ne veut-elle pas informer son père? Il doit y avoir une raison cachée. Émilie prend alors une décision. Elle avait le droit de savoir. Son père avait le droit de connaître la vérité. Tout en poussant son corps affaibli, elle commença à élaborer un plan. Le matin du 8e jour après l'accident. Le ciel de Boston est couvert de nuages de plomb. Un SUV de luxe se glisse sur le parking de l'hôpital central, et Martha et Kate en sortent. Elles se dirigent vers l'entrée de l'hôpital, le visage marqué par la fatigue de la soirée d'hier. Finissons rapidement, dit Martha. Nous devons nous rendre à notre rendez-vous au spa cet après-midi. Pourquoi Émilie pose-t-elle toujours des problèmes? Kate soupire. Papa revient après-demain, et nous sommes dans cette situation. Le visage de Martha se crispe. Je n'ai pas parlé à ton père de l'accident. Je lui ai dit qu'elle était au lit depuis quelques jours avec un simple rhume. Mais que se passera-t-il si papa essaie d'appeler Émilie directement, demande Kate. Le téléphone portable d'Émilie a été détruit dans l'accident. De plus, papa pense qu'Émilie est occupée par les gardes de nuit, donc il ne trouvera pas étrange de ne pas pouvoir la joindre, a répondu Martha. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui. Disons-lui que papa s'inquiète aussi pour toi et partons rapidement. Les deux hommes s'approchèrent d'une infirmière à l'entrée de l'unité de soins intensifs. Nous sommes ici pour rendre visite à Emily Watson, dit Martha. L'infirmière vérifie le dossier et affiche une expression légèrement confuse. Madame Watson. Par ici, s'il vous plaît, dit l'infirmière. Martha et Kate suivent l'infirmière, sans se douter de rien. L'atmosphère solennelle de l'unité de soins intensifs les enveloppe. Dans d'autres chambres, des membres de la famille priaient, encourageaient et parfois pleuraient au chevet des patients. Cependant, aucune émotion de ce type n'était visible sur leur visage. L'infirmière s'est arrêtée devant le lit situé près de la fenêtre. Lorsque le rideau fut ouvert, Martha sursauta. Le lit était vide. Les draps étaient bien rangés, et on avait enlevé le statif à 4 branches et le moniteur cardiaque. Émilie n'était nulle part. A-t-elle été transférée quelque part? Martha demande à l'infirmière. Sa voix contenait plus de mécontentement que de surprise. L'infirmière répondit calmement, non, elle est sortie de l'hôpital.
Sortie, s'exclame Kate. Mais elle n'était pas dans un état critique? Le rétablissement de Madame Watson a été remarquable, explique l'infirmière. Bien qu'elle ait été dans un état dangereux pendant un certain temps, grâce à sa forte volonté et à sa résilience, elle a été autorisée à partir hier soir. Mais où est-elle allée? Demande Martha d'une voix confuse. Elle n'est pas rentrée à la maison. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre aux questions concernant la vie privée du patient, dit poliment l'infirmière. Martha ne peut cacher son irritation. Je suis sa mère. J'ai le droit de savoir. Oh, maman, regarde, Kate a pointé le lit. Il y a quelque chose. Elle a point à eu centre du lit se trouvait une enveloppe blanche. Sur la surface. Une écriture soignée indiquait qu'il s'agissait d'une enveloppe destinée à Martha Watson. Martha prit rapidement l'enveloppe et en sortit un mémo. À fur et à mesure que ses yeux suivaient le texte, son visage s'est vidé de ses couleurs. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Kate se sentait mal à l'aise face au changement de sa mère. Les mains de Martha commencent à trembler. Elle s'assit sur le bord du lit et commença à lire d'une voix tremblante. À Martha. Si tu lis ceci, c'est que tu es enfin venue à l'hôpital. 8 jours se sont écoulés depuis l'accident. Lors d'un accident à un carrefour après mon service de nuit, j'ai failli mourir. Même quand le médecin a dit que ce soir c'était critique, tu as dit, je promène le chien de ma sœur, je ne peux pas venir. La voix de Martha s'est brisée. Kate s'assoit à côté d'elle et regarde le mémo. Même lorsque j'étais inconsciente, vous n'êtes venu me voir qu'une seule fois. Lors de cette visite, tu m'as dit de ne rien dire à ton père. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à papa? Kate regarde sa mère. Maman, Martha continue de lire, se mordant la lèvre. Je me demandais pourquoi papa ne me contactait pas. Il aurait sûrement été inquiet. Puis j'ai compris la vérité. Tu ne lui avais rien dit. Le visage de Martha est devenu pâle et ses mains ont tremblé plus violemment. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque j'ai commencé à reprendre conscience, j'ai demandé à Jennifer de contacter la société de papa. C'est alors qu'un fait surprenant est apparu. Papa n'était pas en Europe, mais en Asie. Ce qu'il t'a dit était un voyage d'affaires de 3 semaines, pas de 3 mois. Kate sursaute. Maman, qu'est-ce que cela signifie? Le visage de Martha se déforme sous l'effet de la peur et elle arrête de lire. Lisez le reste. Kate arrache le mémo à sa mère. J'ai donc enquêté plus avant. Ton histoire sur le voyage d'affaires de 3 mois de papa était un mensonge. Pourquoi aurais-tu raconté un tel mensonge? J'ai trouvé la réponse. Ayant perdu mon téléphone portable, j'ai pensé à utiliser le téléphone de la maison et je suis rentrée tranquillement chez moi hier soir. C'est alors que j'ai entendu ta voix dans le salon. Ta voix qui parlait à un homme. Martha se couvre le visage et se met à sangloter. Thomas ne sera pas de retour avant 3 semaines. Ne t'inquiète pas, disais-tu. Quand j'ai entrouvert la porte du salon, j'ai été témoin de tout. Toi et Joseph Baker, ton amant. Kate s'est éloignée de sa mère, prenant le mémo avec stupéfaction. Et la conversation la plus choquante a suivi. Nous devons garder le secret sur le fait que Kate n'est pas sa fille. L'ADN ne ment pas. Avez-vous dit? Le papier a glissé des mains de Kate. Elle regarde sa mère d'un air incrédule. Maman, c'est vrai? Martha a essayé de prendre la main de sa fille en pleurant, mais Kate s'est éloignée. Mon père ne l'est pas papa, dit Kate d'une voix tremblante. Martha n'a pas pu répondre. Elle a ramassé le mémo et l'a lu jusqu'au bout. J'ai rassemblé toutes les preuves. Les enregistrements de vos conversations, les copies des courriels entre vous et Joseph, et les résultats du test ADN de Kate. J'ai envoyé tout cela à papa par courrier international ce matin. Il a le droit de connaître la vérité. À eu revoir, Martha. De la part de votre fille, Emily. Au moment où elle a fini de lire la note, le téléphone portable de Martha a sonné. L'écran affiche le nom de Thomas. Martha tente de répondre avec des mains tremblantes, mais la sonnerie s'arrête immédiatement. Il est déjà trop tard. Emily a révélé toute la vérité. Que dois-je faire? Martha s'effondre sur le lit. Thomas est tout. Kate se tient près de la fenêtre, loin de sa mère.
En 8 jours, son univers s'est complètement écroulé. Dans une suite située au 34e étage de l'hôtel Grand Hyatt de Hong Kong, Thomas Watson se tient près de la fenêtre, contemplant le paysage urbain nocturne et animé. Et la restructuration de la branche asiatique se déroule plus facilement que prévu, et il est probable qu'il terminera plus tôt que le calendrier initial de 3 semaines. Il prévoyait de rentrer à Boston par le vol de demain après-midi. On frappe à la porte et Thomas se retourne. Entrez. Le concierge de l'hôtel entre. Monsieur Watson, un colis est arrivé pour vous. Il s'agit d'un courrier international. Merci. Thomas reçoit l'enveloppe brune. Après le départ du concierge, Thomas examine l'enveloppe. Elle portait le cachet de Boston et l'expéditeur était Emily. Il sourit devant ce courrier inattendu de sa fille. Et elle pensa qu'il s'agissait d'un geste attentionné typique d'Emily. Cependant, lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, son contenu dépassa de loin ce qu'il avait imaginé. Une clé USB, plusieurs photos et une lettre d'Emily. Il a d'abord déplié la lettre. À mon cher papa. L'écriture minutieuse d'Emily lui saute aux yeux. En lisant cette lettre, tu recevras sûrement un grand choc. Mais tu as le droit de connaître la vérité. La semaine dernière, j'ai eu un accident de la route. J'ai été gravement blessé lors d'une collision avec un gros camion et j'ai oscillé entre la vie et la mort pendant un certain temps. Le visage de Thomas s'est vidé de ses couleurs. Il s'assied sur une chaise. Maman ne t'a pas informé de mon accident et t'a apparemment dit qu'Emily était au lit avec un rhume. Même lorsque le médecin a dit que l'état d'Emily était critique ce soir. Elle n'a pas voulu venir à l'hôpital. Les mains de Thomas ont commencé à trembler. Le contenu était incroyable. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis demandé pourquoi vous ne m'aviez pas contacté. En enquêtant, j'ai appris que ma mère vous avait parlé d'un voyage d'affaires de 3 mois. Pourquoi aurait-elle raconté un tel mensonge, et, par hasard, j'ai appris la vérité. Thomas poursuit la lecture de la lettre. La découverte accidentelle par Emily de l'infidélité de sa mère à la maison, la conversation sur le père biologique de Kate, c'était un contenu qui avait fondamentalement bouleversé les bases de sa vie de couple. Et la preuve se trouve dans la clé USB. Les enregistrements des conversations de la mère et de Joseph Baker, leurs échanges de courriels et les résultats du test ADN de Kate. Thomas inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Là, comme Emily l'avait dit, les preuves étaient bien rangées. Dans les conversations enregistrées. Martha et Joseph parlaient intimement, planifiant leur rendez-vous pendant l'absence de Thomas. L'historique des courriels témoignait de leur relation depuis plus de 20 ans. Enfin, il a ouvert le PDF du rapport du test ADN. Parmi la terminologie scientifique, les mots 0% de probabilité de paternité lui sautent aux yeux. Thomas retourne à la fenêtre et contemple la vue nocturne. Cependant, ce que ses yeux virent n'était pas l'éclat de Hong Kong, mais le spectacle de 28 années de vie conjugale qui s'écroulait. Emily, il murmure le nom de sa fille. Le nom de sa seule vraie fille, à l'aéroport international Logan de Boston. Thomas sort du terminal, l'air fatigué. Les 20 heures de vol ont épuisé non seulement sa force physique, mais aussi sa force mentale. Cependant, ce n'est pas la fatigue qui domine son cœur, mais la colère et la détermination. Prenant un taxi, il s'est d'abord rendu à l'hôpital central. Mais à la réception, on lui a dit que sa fille était déjà sortie de l'hôpital. Sortie? Mais n'était-elle pas gravement blessée? Thomas ne sait plus où il en est. L'infirmière a expliqué que le rétablissement de Madame Watson était remarquable. Sa collègue, Jennifer Foster, a dit qu'elle s'occuperait d'elle à la maison, et le médecin a donné son accord. Thomas pousse un soupir de soulagement. Au moins, sa fille était en sécurité. Il demande les coordonnées de Jennifer et décide de lui rendre visite plus tard. Et elle prend ensuite un taxi pour se rendre chez lui. Lorsque la voiture s'engagea dans la rue calme d'un quartier résidentiel huppé, il sentit son rythme cardiaque s'accélérer. La maison dans laquelle il vivait depuis plus de 20 ans lui semblait désormais inconnue. Il a ouvert la porte d'entrée et est entré tranquillement dans la maison. Il entendit des bruits provenant du salon. Martha et Kate semblaient travailler sur quelque chose. Thomas! Martha s'exclama avec surprise en le voyant. Tu n'étais pas censé revenir avant demain. Le travail s'est terminé tôt, dit Thomas froidement. Son regard se porte sur les valises et les cartons éparpillés dans le salon. Vous vous préparez à déménager, le visage de Martha se crispe. Thomas, je n'ai pas pu répondre à ton appel.
Je ne peux pas t'expliquer. Expliquer? La voix de Thomas était calme mais digne. Peux-tu expliquer plus de 20 ans de mensonges? Kate se tenait silencieusement dans le coin de la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré. Où est Emily? Demande Thomas. Je ne sais pas, elle s'est déchargée toute seule, hésita Martha. Toute seule? La voix de Thomas s'élève. Comment pouvez-vous dire cela après avoir abandonné votre fille qui a été gravement blessée? Thomas, tu ne comprends pas. J'ai eu des circonstances. Ça suffit, virgule. Dit Thomas en levant la main. J'ai tout entendu de la bouche d'Emily. J'ai vu les preuves. À propos de vous et de Joseph Baker et à propos du père de Kate. Kate renifle doucement. Je ne savais rien. Papa. Je veux dire, monsieur Thomas. Thomas la regarde un instant. Ses yeux montrent plus de tristesse que de colère. Kate, ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Martha s'effondre sur le canapé. Thomas, s'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner? Thomas ricane. Après m'avoir trompé pendant plus de 20 ans? Après m'avoir fait élever Kate en sachant qu'elle n'était pas mon enfant? Et le pire, c'est qu'au moment où Emily, ma seule vraie fille, était sur le point de mourir d'un accident, tu l'as abandonnée. Martha n'a pas pu argumenter. Elle s'est contentée de pleurer. Je veux une explication. Thomas croise les bras. Pourquoi as-tu caché l'accident d'Emily? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Martha répondit d'une voix tremblante, parce que si tu revenais, je ne pourrais pas rencontrer Joseph. Thomas resta sans voix devant cette réponse excessivement honnête. Il secoue la tête et dit calmement, Emily était ma fille unique. C'est la vérité. Il ouvrit sa mallette et en sortit des documents. C'est une convention de divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Y compris les demandes de compensation, tout se passera comme écrit ici. Je veux que vous quittiez tous les deux cette maison d'ici demain. Mais où devons-nous aller? Demande Martha en pleurant. C'est votre problème, dit froidement Thomas. Il est temps de payer le prix de 20 ans de mensonges. Il monte dans son bureau. En fermant la porte, il se libère pour la première fois de ses émotions. Avec un profond soupir, il s'effondre dans son fauteuil. Sur le bureau se trouvait une photo de lui et d'Emily. C'était une photo commémorative du jour où elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Il prit la photo et traça le sourire d'Emily avec son doigt. Emily, murmura-t-il. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. La lumière du matin traverse la fenêtre d'un petit appartement de Boston. Dans une pièce de l'appartement de Jennifer Foster, Emily est assise sur le canapé et lit un livre. Son corps est encore faible et son visage porte de légères cicatrices qui s'estompent. On frappe à la porte. Lorsque Jennifer l'ouvrit, Thomas Watson se tenait là. Emily, dit Thomas à sa fille dès qu'il entra dans la pièce. Il s'approcha doucement et s'agenouilla devant le canapé. Emily, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Emily prit la main de son père, les larmes aux yeux. Papa, tu sais tout? Oui, tout, acquiesça Thomas. J'ai vu ta lettre et les preuves. Les mensonges de cette famille et le fait que personne n'était à tes côtés pendant que tu souffrais de l'accident. Mes collègues étaient là pour moi, sourit Emily. Comme une vraie famille. Un mois plus tard, Emily et son père déménagent dans un nouvel appartement. Thomas a quitté l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis de nombreuses années et a été transféré dans une autre société à Boston. Il a choisi de travailler près de sa fille. Comment se positionne cette étagère? Demanda Thomas en montant une étagère sur le mur du nouveau salon. Parfait, papa, sourit Emily. Son état s'améliore de jour en jour. À l'heure du dîner, les collègues d'Emily commencèrent à lui rendre visite fréquemment. Ils accueillent chaleureusement Emily et son père, tissant des liens comme s'il s'agissait d'une nouvelle famille. Lors d'un dîner, Thomas a remercié Jennifer et les autres, vous avez sauvé ma fille. Vous nous avez appris ce qu'est une vraie famille. Les conséquences pour Martha et Kate ont été telles qu'elles les avaient imaginées. Lorsque Joseph, l'amant de Martha, a été découvert par sa femme, il a abandonné Martha et a disparu. Financièrement à court d'argent. Martha a commencé à gagner sa vie en travaillant à temps partiel dans une boutique haut de gamme. Kate, avec le rapport du test ADN en main,
tente de retrouver son père biologique. Mais Joseph refuse de la reconnaître et la rejette froidement en lui disant « Ne remets pas en cause les erreurs du passé ». La mère et la fille se sont éloignées l'une de l'autre au fil des jours, se rejetant mutuellement la faute. Et la nuit de Noël, le nouvel appartement d'Emily est enveloppé d'une lumière chaude. Thomas et sa fille, ainsi que ses collègues de l'hôpital, sont assis autour de la table et discutent en souriant. Une lettre arrive dans la boîte aux lettres. L'expéditeur est Martha. « Tu ne vas pas l'ouvrir ?» demande Thomas. Emily secoue la tête et jette la lettre, non décachetée, dans la poubelle. Le passé est révolu. Nous avons un nouvel avenir. À la vôtre. Jennifer leva son verre. À la vraie famille. À la vraie famille, virgule. Tout le monde fait teinter son verre. Emily regarda le ciel étoilé par la fenêtre. Sa vengeance était complète. Elle ne laisserait plus la haine consumer son cœur. Tout ce qui restait, c'était l'espoir d'un nouveau départ. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, dit Emily à voix basse. C'est le cœur qui se soucie des autres qui crée une vraie famille. Thomas embrasse l'épaule de sa fille et acquiesce. Leur nouvelle histoire allait commencer à partir d'ici.